Salut Daniel Giguet, Bonjour. ça va bien? Pierre. Oui, très bien. Je suis heureux de te rencontrer. Je t'ai découvert par hasard sur Internet. Tu as publié un livre. Alors c'était en quelle année? C'était en 2016. 2016. C'était donc l'année dernière. Et ce livre n'était autre que Rimbaud Nietzsche ou la sortie de l'histoire de l'être. Alors, Sous-titré. Sous-titré La métaphysique, mais plus alors, qui est la reprise d'une phrase de la clausule d'un poème de Rimbaud, le poème de Rimbaud qui s'intitule Dévotion. Le poème de Rimbaud qui s'intitule Dévotion se termine par quelque chose du genre, nous ferons tous les voyages métaphysiques, la métaphysique, mais plus alors. Ouais. Donc, déjà une phrase comme celle-ci nous incite à questionner un éventuel au-delà de la métaphysique, Ouais. sachant qu'il faut définir ce qu'on entend par métaphysique. Et globalement, ce qu'on entend par métaphysique ici, c'est toute l'histoire de la métaphysique classique qui va de Platon jusqu'à Hegel, voire Schopenhauer, qui reste malgré tout inscrit dans une dimension conceptuelle propre à cette métaphysique. Ouais. Alors, pour définir un au-delà de cette métaphysique, il faut rappeler en deux mots que cette métaphysique repose sur un rapport dualiste au monde, avec tout un système d'antinomie, d'opposition entre le bien et le mal, le vrai, le faux, le beau, le laid, etc. Et donc tout ça constitue la fondation même de la culture occidentale, d'abord européenne et devenue planétaire occidentale ensuite. À quoi s'est ajouté bien sûr le judéo-christianisme, dans lequel Dieu s'est substitué au bien platonicien, à l'inaccessible bien platonicien, comme il est dit dans la fin du livre 6 de la République de Platon. Quant au livre lui-même, il a été écrit pour le plaisir, à partir d'un petit fascicule que j'avais déjà commis auparavant sur Rimbaud. Et puis je me suis dit, tiens, je vais reprendre ça en établissant le lien évidemment avec Nietzsche, d'où le Rimbaud Nietzsche. Ouais. Quand je dis pour le plaisir, j'ai mon ami, un de mes amis qui est Pierre Brunel, qui est un rimbaldien européen célèbre, qui a beaucoup écrit sur Rimbaud, des tas de textes. Un des plus grands spécialistes de Rimbaud. Je pourrais citer, oui, Éclat de violence, l'étude des illuminations, par exemple. Sa biographie. Sa biographie, ou Sous 100 cœurs de Rimbaud aussi, ou encore beaucoup d'autres dont les titres ne me reviennent pas à l'esprit, mais enfin c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc comme je corresponds régulièrement avec lui, dans une de ses lettres, après que je lui ai envoyé le manuscrit, dans l'une de ses lettres, il me conseille vivement absolument, dit-il, de publier. Alors donc je me suis mis en quête d'une éventuelle publication, mais sans trop d'enthousiasme. Ouais. D'où la publication chez Edilivre, dont il ne faut pas dire de mal, mais parce qu'ils ont quand même accepté de me le publier, mais c'est une maison d'édition qui ne travaille qu'à l'impression et à la commande, donc c'est pas diffusé. Ouais. La diffusion, c'est je m'en occupe, ou alors je débourse 500 ou 1000 euros pour payer un pack de diffusion. Bon, donc c'est gratuit, mais donc voilà. Un livre pour le plaisir qui finit quand même avec plus de 470 pages. 470 pages. Et où tu... Et oui, parce que je me suis, à partir du moment où je réfléchis où je questionne l'éventuel dépassement de la métaphysique, je suis amené à comprendre que la métaphysique classique, elle est le fondement de la culture. Et dans la culture, évidemment, on retrouve tous les champs d'interrogation qui sont la morale, qui sont l'art, qui sont la politique. Et donc, je me suis trouvé, la langue, le langage, qui joue un rôle important, et je me suis trouvé à
à développer les recherches dans tous ces secteurs, ce qui a abouti à ce travail que je ne pensais pas faire aussi, avec autant de, de développement. Ce qui m'a beaucoup séduit en fait dans le livre, c'est d'abord le titre, parce que ça compare pas, ça trouve les points communs notamment entre Rimbaud et Nietzsche. Et je trouve que c'est un travail qui était presque évident à faire, évident parce que ça saute aux yeux, il y a des points de raccord incroyables entre eux. Et c'est un des seuls travaux qu'on peut trouver, sur le sujet. Et alors, comment t'en es arrivé à comparer Rimbaud et Nietzsche? Ce qui a donné ça. Écoute, c'est difficile de donner une réponse spéculativement élaborée. Ouais. Et c'est une sorte d'impression, d'intuition que j'ai toujours eue à la lecture de Rimbaud et à la lecture de Nietzsche. J'ai toujours eu le sentiment d'une espèce de consanguinité, de fraternité entre les deux. J'ai même cherché dans leur biographie s'il y avait des points de rencontre possibles, si l'un ou l'autre avait pu respectivement se lire. On trouve des points de rencontre. On voit Nietzsche passer le Saint-Gothard, par exemple, de la Suisse à l'Italie, et on trouve 2 ans plus tard Rimbaud grimper le Saint-Gothard et faire le même chemin. On les retrouve tous les deux à Turin, Ouais. on les retrouve tous les deux dans le sud de la France, et tous les deux sont des apatrides, puisque Nietzsche a perdu sa nationalité allemande quand il a voulu enseigner en Suisse. Et Rimbaud n'est pas apatride, il reste français bien sûr, mais c'est un errant perpétuel. Ouais. Un errant perpétuel, quoi. Un passager du monde. Ouais. C'est vrai qu'un de leurs points communs, même pas seulement au niveau de la pensée, mais au niveau corporel, parce qu'on va en parler après du corps, du rôle du corps, c'est par exemple la marche, la mise en mouvement. Voilà. C'est un penseur en marche, de la marche, et Rimbaud c'est un marcheur. C'est un marcheur invétéré. On connaît, je ne vais pas refaire toute sa biographie ici, mais on connaît les multiples fugues, les marches en Europe d'abord, les marches dans les déserts, dans le désert du Harar, et puis en Éthiopie jusqu'en Égypte. En Égypte, il y a même Jean Cocteau qui a cru découvrir, ou qui a découvert, le nom de Rimbaud gravé sur les pierres à Luxor, sur les pierres d'un mur de protection. Rimbaud voulait partir à Zanzibar, il est allé jusqu'à Java. Enfin, et quant à Nietzsche, c'était un perpétuel errant aussi, un perpétuel marcheur, qui ne se sentait bien que sur les cimes qui ont été pour lui, qui sont devenus pour lui les cimes de la pensée, quoi. Un bon penseur, c'est celui qui marche. D'où la critique qu'il fait à Flaubert, il l'appelle le cul de plomb, par exemple. Je t'ai vu nihiliste. Je t'ai vu nihiliste. Cul de plomb, il appelle le cul de plomb. Pour lui, les gens qui restent dans leur bureau, assis à leur bureau, ne sont pas des penseurs. On peut ne pas être d'accord avec ça, parce que je ne suis pas un grand marcheur, personnellement. Et bon, je m'arrange avec mon immobilisme. Ouais. Voilà. D'accord. Et à partir de la phrase que je vais t'énoncer, que tu peux confirmer ou infirmer, est-ce que tu peux développer ce que tu développes dans ton livre? C'est-à-dire, on peut avoir l'impression que Rimbaud, très étrangement, à l'âge entre 16 et 20 ans presque, incarne le programme ou les vues qu'a développé Nietzsche tout au long de sa vie. Il y a certaines choses que Rimbaud incarne lui-même. Oui. Oui, et notamment qu'il énonce dans ses lettres ou dans ses poèmes. Oui, alors, je ne vais pas refaire la totalité de la démonstration. Oui, bien sûr. Mais il y a... la première chose, c'est l'idée que la culture est arrivée à son terme. La métaphysique et la culture occidentale est arrivée à son terme dans l'un des premiers... c'est dans l'un des premiers textes, j'aurais dû les marquer précisément. C'est dans l'un des premiers textes, Credo in unam, qui est devenu Soleil et Chair. Qui est devenu ensuite Soleil et Chair,
où il prononce, où il écrit ce vers, l'homme a fini, il a joué tous les rôles. Alors, bon, on est avec un vers comme celui-là, dans une situation où on se dit, mais on peut se dire au moins deux choses. Donc l'homme a expérimenté tous les possibles de la métaphysique traditionnelle. Et deuxième chose qui nous rapproche de mon ami Kostas Axelos, oui, et de son jeu du monde, par exemple, c'est l'idée que notre rapport au monde se déploie, s'effectue dans la dimension du jeu. Oui. Puisque tous les rôles, c'est bien une question de jeu. Et qu'à partir de là, le jeu dont parle, le rôle ou le jeu dont parle Rimbaud va devenir finalement le point de vue, la perspective, l'angle de vue chez Nietzsche. C'est-à-dire qu'on adopte un angle de vue qui peut être un angle de vue religieux, par exemple, oui. Et à partir de cet angle de vue religieux, on se construit un rapport au monde. Mais cet angle de vue que l'on adopte fonctionne comme un rôle, peut fonctionner comme un rôle que l'on joue. Oui. De la même façon, pour la morale laïque, le rationalisme, le christianisme rationalisé de Kant, par exemple, donc si on adopte la laïcité et le rationalisme kantien, on se situe d'emblée dans une perspective, on appréhende le monde selon un angle de vue qui est déterminé par toutes les analyses, toutes les spéculations, tous les développements kantiens, par exemple. Et Nietzsche lui-même dit que son approche de la culture et de la civilisation, doit être lui aussi considéré comme un angle de vue et une perspective, et qu'à partir de là, en s'ouvrant, lui disait dans 200 ans peut-être je serai compris, en s'ouvrant vers le futur, on pourra voir comment dire, d'autres perspectives. Sa pensée, on l'a appelé le perspectivisme. Hein, oui. On pourra avoir d'autres perspectives qui vont dépasser la vision nietzschéenne elle-même. Quant au lien, et le lien avec Rimbaud, donc, il s'effectue à partir de cette dimension-là, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres chemins qui sont communs, qui sont empruntés en commun par les deux cheminants, oui. Si on peut dire, les deux marcheurs. C'est celui de la rupture avec la morale, bien sûr. Rimbaud dit quelque part qu'il va laisser derrière lui l'arbre de la morale. La rupture avec la morale, la rupture même avec la conception traditionnelle de la beauté, par exemple, hein, où il dit au début d'une saison en enfer, si je le retrouve, un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et puis ensuite il ajoute, je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui, bon, etc. Donc on a là les domaines avec lesquels il est en rupture, comme chez Nietzsche, bien sûr, qui rompra avec la morale traditionnelle, avec l'esthétique traditionnelle, oui. De la même façon qu'il rompra avec Wagner, qui représente pour lui une sorte de... comment dire, de romantisme un peu attardé, lyrique, et puis en plus conservateur et rétrograde, même s'il a eu une période wagnérienne, bien sûr, et après il va privilégier Bizet, par exemple. Ah oui, oui. Parce que Bizet, c'est le grand midi, ce que Nietzsche appelle le grand midi, c'est-à-dire l'arrivée, la sortie et l'arrivée de quelque chose de nouveau, du nouveau que Zarathustra appelle dans tous ses discours. Ouais. Alors, ce qui caractérise, je trouve, Nietzsche et Rimbaud, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure en fait,
Et ça a peut-être rapport avec cette sortie de la métaphysique occidentale, c'est la place laissée au corps. Nietzsche, on sait qu'il était un grand malade au niveau corporel, bien sûr. Rimbaud, ses premiers poèmes comme Sensation, etc., laissent une grande place aux perceptions, au corps, à tout ce qui est sensitif. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est... Oui, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, bon, d'abord, le lien est évident, mais c'est que le corps devient chez Nietzsche un concept central. Je veux dire, il y est question... le corps, je ne sais pas si vous l'avez lu, le corps, il l'appelle la grande raison, bien sûr, alors que la conscience et l'esprit n'est qu'une espèce d'épiphénomène qui vient en aide, qui vient en aide à l'auto-affirmation de la vie par les élans du corps. Et ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de l'inconscient, c'est d'abord un jeu de force, un jeu de force qui émane des pulsions, et donc c'est une situation en permanence conflictuelle entre ces forces, et la force qui domine pendant une certaine période donne une direction au rapport au monde du sujet, par exemple. Puisqu'il y a chez les deux, pour revenir à cette histoire de corps, justement, commun à Rimbaud et Nietzsche, il y a une négation ou une remise en cause, on va dire, du concept de sujet. Concept de sujet, remise en cause, sur lequel d'ailleurs, ça c'est Pierre Brunel qui me l'a envoyé, Descartes-Rimbaud, le cogito contesté, où il développe cette idée justement que le sujet pensant n'est en fait que comment dire, quelque chose d'épiphénoménal, de superficiel, et que tout le post-cartésianisme et la culture repose sur un manque. C'est-à-dire, Descartes ne définit pas pourquoi il y a de la pensée. Il le constate, mais il ne questionne pas le fait, pourquoi ça pense, finalement, dans son « je pense », qui fonde son être, je pense, cogito, donc, il ne questionne pas l'origine de la pensée. Pourquoi ça pense? Mais d'où ça vient que ça pense? C'est le ça pense de Nietzsche et le on me pense de Rimbaud. Et alors, pardon pour le jeu voilà. de mots. Alors donc, cette remise en cause du sujet pensant, le jeu est un autre. Il ne faut pas dire je pense, mais on me pense. Cette remise en cause du sujet pensant, elle est commune. Pour moi, elle est commune à Rimbaud et à Nietzsche, bien sûr, puisque Nietzsche privilégie la grande raison et le corps, de la même façon que Rimbaud, pointe l'origine de la pensée dans l'altérité, dans l'autre. Ce jeu est un autre. On me pense, avec ce on, et un jeu de mots possible que relèvent évidemment les spécialistes de Rimbaud, c'est-à-dire on me pense avec un A. Ça, c'est un jeu de mots assez classique, mais qui peut se comprendre et qui pouvait être dans l'esprit de Rimbaud quand il a écrit cette phrase. Bon, mais c'est quelque chose qui reste secondaire de ce point de vue-là. Donc, le sujet, il est d'abord... Le rapport au monde du sujet, il est pré-réflexif, en fait. Il est pré-réflexif, pour parler comme les phénoménologues et Jacques Garelli en particulier, dans son ouvrage Rythmes et mondes, qui évoque Rimbaud d'ailleurs, il est proto-ontique, c'est-à-dire ce rapport au monde se construit par le corps, par les pulsions, par les sensations, avant que n'émerge la conscience, avant que se constitue la conscience, pour réguler justement ce rapport au monde fondé sur les pulsions, sur les impressions, les sensations, le poème Sensation étant la clé
et ce qui est le premier poème de Rimbaud. Ouais, ouais. Parmi les parallèles intéressants, bon, il y en a plein, mais qu'on peut faire entre Rimbaud et Nietzsche, il y en a un qui me plaît beaucoup. Tu le soulignes d'ailleurs dans ton livre, je crois. Rimbaud fait une sorte de généalogie, au sens nietzschéen, généalogie de la poésie jusqu'à son époque à lui. Il part des Grecs, il finit par les romantiques, etc. Et Nietzsche fait, lui, une généalogie qui est plus vaste quand même, avec généalogie de la morale. Conceptuelle et spéculative aussi. Exactement. Je trouve intéressant que justement ils fassent ce travail-là, ils aient fait ce travail-là pour ensuite ouvrir des perspectives. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors tous les deux, là encore, tous les deux, pour parler de points communs, tous les deux se réfèrent à la Grèce. Je relisais récemment les lettres du 13 et du 15 mai 1871, dites lettres du voyant, etc. Dans la deuxième, à Paul de Mény, je crois, je confonds Georges Isambard et Paul de Mény, enfin les dates précises, il affirme de façon très claire que la poésie est grecque et qu'après on a affaire à des jeux encore, des jeux de rhétorique qui donnent des choses qui peuvent être agréables à entendre, mais qui n'ont rien à voir avec la poésie grecque. Ce que Kostas Axelos appelle souvent la poésie pensante. Et moi, ce qui me fascine dans Rimbaud, c'est que c'est pour moi d'abord de la poésie pensante, alors que chez Nietzsche, et voilà le chiasme et la rencontre encore, je reviendrai à ta question après, sur la Grèce, alors que chez Nietzsche, on a affaire à une pensée poétique. Mais chacun des deux ne se satisfait plus de la pensée rationnelle, spéculative et conceptuelle. Chacun des deux est en quête d'une nouvelle langue. Ouais. Et Nietzsche le dit à plusieurs reprises, bien sûr. Quant au rapport à la Grèce, bien sûr, le rapport de Nietzsche à la Grèce, c'est le rapport au présocratique, et en particulier à Échille, au théâtre d'Échille, à Homère, à Archiloque, le poète grec Archiloque aussi, qu'il évoque dans La naissance de la tragédie, en particulier, et qu'il évoque dans un autre texte de la philosophie à l'époque des tragiques grecs, qui est un texte qui est particulièrement intéressant aussi. Donc la poésie et la pensée pour Nietzsche, c'est d'abord la poésie et la pensée présocratique, et ce sont les Grecs présocratiques. Après Socrate, le jeu moisi, comme dit... on pourrait mêler les discours et puis dire après Socrate le jeu moisi, finalement. Et surtout, il y a un chemin qui est choisi par la culture, on va dire, mais peut-être aussi par la nécessité pour la vie de s'auto-affirmer et de se réaliser. C'est parce qu'il y a le flux du vivre qui nous entraîne et qui cherche, dans son auto-affirmation, et là je pense un peu à un nouveau penseur qui s'appelle François Julien, que je cite à plusieurs reprises, dans lequel je me suis plongé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, je disais qu'il y a un chemin qui a été choisi par la culture, peut-être par la nécessité pour la vie de s'auto-affirmer, c'est le chemin platonicien et le chemin du dualisme. De la même façon, pour Rimbaud, quand Rimbaud évoque la poésie, il n'y a pas de poésie entre la poésie grecque et la fin du romantisme, et même la deuxième moitié, la seconde moitié, je ne vais pas dire la deuxième, la seconde moitié du XIXe siècle. Et la poésie grecque est la poésie de référence, puisque c'est la poésie la poésie présocratique grecque, c'est la poésie de référence dans la mesure où elle exprime le dionysiaque, le tragique, la joie tragique, ce que Michelas, un autre spécialiste de Nietzsche, a appelé la joie tragique. Ça exprime la joie tragique, et surtout, cette poésie ne refoule pas tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, du dionysiaque,
de l'expression des pulsions, du plaisir, mais en même temps aussi de la souffrance associée à la vie. Donc c'est ça la joie tragique en fait. Ouais, ouais. Et donc pour Rimbaud, la poésie qui exprime le mieux le rapport au monde, le rapport vivant au monde, et moi ce que j'appelle, un concept qui est, je ne sais pas, mais personnel si on veut, je n'ai pas cette prétention-là, ce que j'appelle la vie vivante. Donc, je reprends cette expression souvent à mon compte. C'est que j'ai créé, mais bon. Et donc c'est exprimer la vie vivante, c'est ne pas mettre de côté, ne pas refouler toutes les modalités d'expression de la vie. Et ça, on le trouve dans la poésie grecque, avant que cette poésie ne devienne trop rhétorique. Ouais. C'est marrant parce que du coup, tu as répondu un peu à la question sur la généalogie qui nous provient des Grecs, mais entre Rimbaud et Nietzsche, il y a une analogie aussi, donc tu en as parlé, je vais un peu reprendre ce que tu dis, mais c'est le dionysiaque. Là, on arrive à un concept, en tout cas un thème qui est récurrent chez Nietzsche du début à la fin de son œuvre, et même dans ses lettres. À la fin, ici, Dionysos, je ne sais pas si tu as lu le bouquin de la correspondance dans des années 88-89, quand il dit à la fin, bon, il signe Dionysos, ou il signe aussi Ariane, ou il signe... Dionysos contre le crucifié. Le crucifié. Et il dit, j'ai fait fusiller tous les antisémites ce matin. J'ai rendez-vous avec le pape, ces choses-là. Il y a des choses extraordinaires dans cette correspondance. Et c'est vrai que, comme ce que tu disais, Nietzsche voit un peu l'erreur fondamentale qui est dans le socratisme, en fait, cette croyance en la vérité et dans le raisonnement qui peut nous sauver, alors qu'en c'était une sagesse tragique qu'avaient les Grecs. Voilà. Et ça me fait penser aussi à Rimbaud qui commence une saison en enfer, donc c'est pas rien quand même. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Voilà. C'est très dionysiaque aussi. On a, comment dire, on a chez Rimbaud, de façon récurrente et rémanente à la fois, l'expression du dionysiaque. Et le refus de tout ce qui peut être, poétiquement parlant, apollinien. Il y a eu une période de Rimbaud où il s'est attaché aux Parnassiens, et les lettres à Banville en particulier, et il voulait être Parnassien, mais ça n'a duré que 3 mois. Et après, il y a eu la parodie, parodie, il y a eu la parodie des poètes de l'art pour l'art, du beau pour le beau, etc., pour chercher une langue qui pourrait permettre de tout exprimer. Je ne vais pas vous relire la lettre du voyant où ça exprimerait les sons, les parfums, les couleurs, mais il n'oublie pas quelque chose, et on retient souvent parfum, son, couleur, parce que c'est une référence implicite à Baudelaire déjà, mais il ne faut surtout pas oublier que cette poésie exprime la pensée accrochant la pensée, étirant. Donc c'est une poésie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien une poésie pensante ici. Quant au dionysiaque, c'est ce dionysiaque qui a été refoulé par toute la culture occidentale, toute l'expression des pulsions, des désirs, qui a été en particulier avec le judéo-christianisme qui est venu greffer sa morale sur le platonisme. Pascal, dans les Pensées, dit quelque part Platon pour bien comprendre le christianisme. Et donc, que disais-je, on a refoulé donc tous ces éléments qui appartiennent au dionysiaque, qui n'excluent pas la souffrance, parce que dans le dionysiaque, il y a du tragique et il y a de la souffrance, mais on doit l'assumer comme ça, comme la mort, par exemple. Et chez Rimbaud, il y a la même volonté d'exprimer la vie dans sa totalité. Enfin, je ne vais pas peut-être rappeler les phrases, comment dire, presque cultes de Rimbaud, la vraie vie est ailleurs, nous ne sommes pas au monde, etc., etc. Il y a des phrases comme ça. Donc c'est l'idée que le monde a été perverti par une approche qui a laissé de côté une partie
une partie de ce qu'est la vie dans son expression totale. Ouais. Là, à ce moment de l'interview, j'ai une réflexion plutôt personnelle à t'adresser. Enfin, ça va être une question plus personnelle. Nietzsche annonce la mort de Dieu dans un de ses aphorismes du Gai Savoir, notamment, ou dans Zarathustra. Et si Dieu est mort, on sait tout ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est toute la métaphysique occidentale qui s'écroule, toutes les valeurs qui en découlent. C'est ce qui est visé. C'est ce qui est visé. Dans la phrase. Hein. Voilà, ouais. Ce qui est important de voir, c'est que le Dieu est mort, c'est l'aboutissement de la généalogie qu'il a fait de toutes les valeurs de la morale occidentale et de la culture occidentale pour aboutir à la négation, à la mort de ce qui en constitue, l'idée la plus haute, on va dire. D'accord, c'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que l'être humain, est-ce qu'il ne doit pas devenir ou remplacer ce Dieu? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que je me souviens donc d'une phrase d'Emerson qui apparaissait dans le Gai Savoir de 1982, que tu cites en fait, en exergue. Pour le honnêtement, sans avoir lu Emerson. Oui. Je dois confesser. Mais c'est plus pour parler de ce que dit Nietzsche que d'Emerson. Donc ça va. C'est pour le poète et pour le sage, toutes choses sont objets de joie et toutes les expériences sont bénies et utiles. Chaque jour est saint, chaque homme divin. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est mort? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est mort? C'est que l'homme peut, l'homme peut entrevoir cette possibilité de se réaliser. Il ne devient pas Dieu. Oui. Bon, il ne devient pas Dieu au sens religieux du terme, mais il se libère des contraintes du Dieu, des religions monothéistes par exemple, et il peut accéder à son autodépassement et à sa propre réalisation, auto-réalisation pleine et entière, c'est-à-dire sans laisser de côté tout ce qui relève des interdits religieux et moraux associés à la religion. Donc c'est cette espèce de liberté libre, comme dirait Rimbaud. Je m'entête à aimer la liberté libre. Le fait de ne pas se donner de limites à sa propre auto-réalisation et faire de soi un Dieu, si on veut. Mais ça, c'est pas nouveau dans l'histoire de la pensée. Déjà chez les épicuriens et même chez les stoïciens, il y avait cette idée de se rendre presque divin, quoi, de faire de son esprit, de soi-même le lieu du divin, quoi. Ouais. Ce qui me renvoie à un autre passage de ton livre. Alors je ne sais pas si ça va aider au développement, mais d'abord, je vais lire le petit passage quand même. Il faut préciser que la majuscule à « monde » renvoie au sens déjà présent chez Nietzsche et que lui donne plus rigoureusement Kostas Axelos, que tu as connu, depuis le jeu du monde, je t'ai cité en plus, ou encore Jacques Garelli dans Rythmes et Mondes, que tu as déjà cité tout à l'heure. Oui. Le monde comme monde se situe toujours au-delà des petits mondes régionaux, blêmes et plats, comme dit Rimbaud, et de toutes les significations épocales. Alors là, tu cites Nietzsche, c'est nous, écrit Nietzsche dans le Gai Savoir, qui avons créé le monde qui concerne l'homme. Et là, tu commentes, en ce sens, le monde constitue une œuvre d'art avec ses normes et sa forme, et l'homme s'apparente à un dieu artiste. Mais ce monde ne constitue alors qu'une perspective prise sur le monde, avec une majuscule, celle de l'Occident platonicien devenu planétaire. C'est bien. Non, ce que je veux dire sur cette histoire de monde, c'est que le monde au sens axelien du terme, au sens de Kostas Axelos, mais même le monde au sens nietzschéen, il est impossible à figer dans une image ou dans une représentation. Et donc il est toujours au-delà des mondes que l'on se construit soi-même, et donc il est nécessairement au-delà des petits mondes blêmes et plats de Rimbaud, et au-delà du monde qu'a organisé, on va dire, qu'a encadré, qu'a organisé toute la culture occidentale. Oui. C'est ça l'idée, au fond. C'est que
le devenir monde du monde, est toujours, transgresse toujours les mondes qui sont construits et qui existent. Comment dire, d'un point de vue, par exemple, d'un point de vue politique, la démocratie qu'on qualifie de démocratie humaniste, est un moment de quelque chose qui est en plein devenir. On le voit si on regarde la politique mondiale et puis le devenir du monde avec l'économie, etc. Donc il y a pas, c'est ça, c'est cette idée-là qu'il y a toujours un au-delà du monde, Ouais. qui nous ouvre sur le monde avec une majuscule, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Si. Rien n'est jamais figé, et ça implique bien sûr que Kostas Axelos, mais Nietzsche aussi, Rimbaud n'en parle, on ne le trouve pas référencé chez Rimbaud. Je ne suis pas à ma connaissance. Hein. Oui. Mais par contre, chez Nietzsche et chez Kostas Axelos, Héraclite, qui est le penseur du devenir, de la mobilité universelle, devient la référence obligée. Et c'est bien l'idée qu'il faut accepter ou assumer. Et c'est ça le tragique aussi, quelque part. Le tragique dionysiaque, c'est l'idée qu'il faut assumer que rien n'est fixe, que Platon a créé des idées dans le monde intelligible qui sont immuables et qui ne changent pas, donc, alors qu'en fait le flux de la vie, le flux du devenir est inarrêtable, irréversible, inarrêtable, quoi. Et on trouve la double référence chez Axelos et chez Nietzsche, la double référence à Héraclite, Nietzsche qui considère qu'Héraclite c'est un penseur frère, on va dire, une espèce de penseur fraternel avec lui, par opposition à Parménide, qui est le penseur de l'être, justement, hein, qui influencera Platon. Et dans le jeu du monde, bien sûr, Kostas Axelos a consacré tout un ouvrage à Héraclite en retraduisant et en commentant ce qui nous reste de l'œuvre d'Héraclite, c'est-à-dire ces fragments. Il y a un texte d'Axelos c'est sa thèse seconde. Oui. Parce que dans les années 60, quand on faisait une thèse de doctorat, il y avait une thèse principale et une thèse seconde. Sa thèse principale, il l'avait faite, Kostas Axelos l'avait faite sur Marx, de façon un peu provocante déjà, en l'intitulant Marx, penseur de la technique, où il montrait que Marx n'était pas le penseur du communisme, mais le penseur de la civilisation technique qui était en train de se développer. Et la thèse seconde était consacrée à Héraclite et aux fragments d'Héraclite. Donc il était intéressant de voir que chez Nietzsche et chez Axelos, il y a ce point commun. Et Kostas Axelos a lui aussi écrit sur Rimbaud dans deux textes qui sont Vers la pensée planétaire et dans un texte un tout petit peu plus récent qui sont les lettres à un jeune penseur. Voilà pour les points communs sur ces penseurs. Désolé, je vais en sortir un autre, parce que de toute façon, c'est un livre qui les compare. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est que Rimbaud a un programme dans les lettres dites du Voyant du 13 et 15 mai 71, où il définit presque en totalité son programme, qui ensuite, il va dire peu qu'il a échoué dans par exemple, l'alchimie du verbe. On dit parfois que c'est son discours de la méthode. Discours de la méthode, ouais. Et t'as raison de rappeler ça, parce qu'il parle bien d'un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, ce que parfois on oublie, il faut raisonner des règlements de tous les sens. Et Nietzsche, par exemple dans son Zarathustra, dit il faut encore quelques chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. Alors on a cette espèce de retour au chaos,
Oui. Où c'est de l'indéfini, c'est à partir de là que tout peut rejaillir. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors ça, c'est un point commun encore entre Nietzsche et Rimbaud. J'ai d'ailleurs cherché chez Rimbaud toutes les références au chaos. On en trouve, là je les ai un peu oubliées depuis, mais on en trouve de multiples. Mais il y a surtout, par exemple, le premier poème des Illuminations, qui s'intitule Après le déluge. Et la notion de déluge est bien répandue. Et dans puisque tu parlais de chaos, Pierre, ça tombe très bien. Le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Ça fait partie d'une des références au chaos qu'on trouve chez Rimbaud, et de même que le déluge, le clair déluge, sourd des prés, par exemple. Alors, on voit quoi? On voit... pourquoi cette référence au déluge, ou pourquoi cette référence au chaos? Tout simplement pour nous faire comprendre, quelque part, que le chemin qui a été emprunté et qui a fondé notre rapport au monde, ce chemin, il a imposé une organisation et une représentation du monde. Et il aurait bien pu être tout autre, éventuellement. On ne sait pas très bien lequel. François Julien, dont je parle, essaie de se référer à la pensée antique chinoise, par exemple, puisque c'est un sinologue en même temps. Et donc, ce chemin a été emprunté, cette représentation du monde a été empruntée pour permettre à la vie de s'affirmer, toujours. Mais ce chaos, il existe toujours à l'intérieur de soi-même. Cette idée de chaos originel ou encore de déluge chez Rimbaud, de chaos chez Rimbaud aussi d'ailleurs. Et j'étais en train d'expliquer, je crois que on avait, à partir de ce chaos, construit une représentation du monde, et avec plusieurs chemins éventuels, et le chemin qui a été choisi, c'est le chemin platonicien, donc, et judéo-chrétien ensuite. Mais pourquoi chaos? Tout simplement parce que en ce qui concerne l'individu, par exemple, il y a à l'intérieur de soi, c'est le corps qui est comment dire, un jeu de pulsions intérieures que l'on ne maîtrise pas et qui relève d'une certaine façon un jeu conflictuel de pulsions qui relève d'une forme de chaos de pulsions que l'on ne maîtrise pas. Et quand une pulsion prend le pas sur les autres, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on a d'une part un refoulement et d'autre part une espèce de maîtrise de soi. Et c'est par exemple ce que l'on considère comme ce que les philosophes traditionnels ont considéré comme l'unité du sujet, alors qu'il ne s'agit que de la victoire temporaire d'une force sur une autre force, par exemple. Tu as tout un chapitre très bon qui est consacré à ça, d'ailleurs. Et maintenant, je voulais en venir à la... Alors, est-ce que c'est à la proposition que font Rimbaud et Nietzsche? Rimbaud, dans ses écrits, parle des assis, noirs de loupe, les yeux cerclés de bagues vertes, etc. Nietzsche parle des derniers hommes. Ensuite, Rimbaud parle de l'homme nouveau et Nietzsche du surhumain. Est-ce que ces concepts, comment tu peux comparer ces concepts entre eux? Alors là, on arrive à un point très... C'est ce que j'ai fait, évidemment. Ouais. Et là encore, la rupture avec le monde, on va essayer d'utiliser d'autres termes que l'histoire de la métaphysique, la rupture avec la société contemporaine, qui est l'aboutissement de l'évolution de la culture depuis Platon, finalement, la société contemporaine de Nietzsche et de Rimbaud. La rupture avec cette société, elle passe par une figure, une image de l'homme, qui est complètement enfermée dans cet univers qui devient l'univers du progrès, de la morale, l'univers technologique aujourd'hui. Alors c'est
Pire aujourd'hui avec la société spectaculaire marchande. Bon, je participe un peu au spectacle là, mais bon. Je participe un peu au spectacle, mais c'est bien quand même. Oui, donc je disais que donc l'homme, en fait, c'est pour promouvoir une définition de l'homme. Le dernier homme, c'est celui qui pense avoir découvert le bonheur, mais qui confond le bonheur avec le bien-être, avec ce que Heidegger appellera l'être dans la moyenne, à tel point que Zarathustra, quand il s'adresse aux hommes sur la place centrale de la ville, ses auditeurs spectateurs, à la fin de son discours, plutôt que quand il leur présente le surhomme, donc, plutôt que de lui réclamer comment on accède au surhomme, il lui réclame le dernier homme, comment on devient ces derniers hommes, quoi. Et ce sont ces derniers hommes. Et quant à Rimbaud, le parallèle, on le trouve assez régulièrement dans l'œuvre de Rimbaud. Les assis dont tu parlais, Pierre, bien sûr, ce sont les bourgeois de Charleville, les clubs d'épiciers retraités, comme il dit quelque part, qui fument leur pipe d'Onin, c'est un matière. Bon, et tous ces bourgeois, tous ces hommes qui participent, alors les Versaillais sont vraiment les plus immondes, à la vie de la société, eh bien, s'apparentent à ceux que Nietzsche appelle les derniers hommes. C'est avec ces hommes-là qui sont morts, qui mènent des vies posthumes, qui n'ont aucune ouverture sur le monde et qui se contentent d'évoluer de piétiner dans leur sphère. Le confort. Le confort. Et tous les deux, d'ailleurs, curieusement, se réfèrent aussi. Alors, je l'ai trouvé chez Nietzsche un peu par hasard. Rimbaud écrit confort à l'anglaise, quoi, ouais. Comfort. Et je l'ai trouvé écrit de la même façon. Nietzsche l'écrit de la même façon. Alors, je ne sais pas si je l'ai cité dans mon bouquin, mais j'ai été surpris de voir que Nietzsche l'écrivait de la même façon. Alors là, il y a des points communs au niveau de la langue elle-même. Daniel, on arrive malheureusement trop vite. C'est pas encore vite. Je ne pensais pas pouvoir parler autant. C'est pas encore. Tu vois, mais enfin, quand on entre dans le champ qui est de ma réflexion, peut-être que ça déclenche des choses chez moi. Hein. Ouais. J'en sais rien. Mais je suis pas un grand parleur pourtant. Ah bah ouais, en tout cas t'as beaucoup écrit, mais. On n'est pas exactement à la fin. Pour la conclusion, je te demanderai autre chose. Mais Daniel, comment on fait pour sortir de la métaphysique occidentale? Alors ça, c'est une question bien difficile. Hein. Moi, j'ai toujours vécu avec ce sentiment. Alors peut-être, je ne vais pas répondre directement à ta question parce que j'essaierai quand même. J'ai toujours vécu avec le sentiment qu'on était dans un jeu déjà. Même quand j'étais adolescent, quand on se réunissait avec des copains de fac, j'avais toujours le sentiment de participer à un jeu et je gardais, jusqu'à ce que j'ai picolé un peu parfois, mais bon, c'est pas grave, une certaine distance. Et je regardais comment les autres se comportaient, comment ils jouaient leur rôle sans savoir qu'ils jouaient, par exemple. Alors, et donc ça, ce concept de jeu, quand même, il est propre à Nietzsche, mais on le retrouve aussi chez Rimbaud et chez Axelos. Par contre, il est complètement exclu de la culture et de la métaphysique traditionnelle. Il n'est jamais question d'un concept central qui serait le jeu, alors que c'est le cas, par exemple, chez Axelos. Et même chez Nietzsche. Chez Héraclite aussi. Et chez Héraclite. C'est ça qui est marrant. Voilà. Et chez Héraclite, bien sûr, avec son célèbre fragment, que je ne vous ferai pas que je l'ai cité quand même. Le temps est un enfant qui joue au tric-trac la royauté d'un enfant. Hein.
Comment sortir du... Eh bien, c'est repenser, c'est tenter de se libérer d'une approche complètement bipolaire de la réalité, bipolaire, d'une approche complètement dualiste de la réalité, essayer par exemple de se situer par-delà le bien et le mal. Mais évidemment, quand on fait ça et quand on laisse libre cours à ses désirs ou à la recherche du plaisir ou à d'autres aspirations, on est toujours marginalisé et on agit en marge. Mais travailler à dépasser cette métaphysique occidentale, c'est bien sûr attendre aussi une catastrophe peut-être qui fera s'effondrer tous les piliers plus ou moins virtuels, plus ou moins illusoires, comme la finance internationale, sans entrer dans un discours proprement politique. On sait très bien que l'économie internationale repose sur du virtuel, qui sont les bourses internationales, où on manie de l'argent virtuel. Si le jour on comprend pourquoi aussi toutes les démocraties et tous les pouvoirs politiques du monde entier tiennent absolument à maintenir cette organisation, parce que on assisterait à un effondrement et sans savoir exactement ce qui pourrait surgir de ce nouveau déluge ou de ce nouveau chaos, par exemple. Donc la sortie, elle est difficile. Au niveau individuel, au niveau collectif, bon, je viens d'évoquer vaguement, au niveau individuel, il faut surtout essayer de ne pas s'enfermer dans cette espèce de bipolarité bien mal, essayer de se situer, essayer de dépasser le bien et le mal, et puis de s'ouvrir à ce que veut la vie elle-même, finalement, plutôt que d'obéir à des interdits ou à des consignes que nous donnerait la morale et la religion, par exemple. Voilà. Obéir à des règles, c'est la liberté, à mon avis, la liberté, la libre auto-affirmation de la vie est au centre de la possibilité de sortir de la métaphysique occidentale, de cette métaphysique occidentale planétaire, ce qu'ont fait Nietzsche et Rimbaud, ce qui les a conduits tous les deux, l'un au silence littéraire et poétique, et l'autre au silence complet pendant 10 ans. Alors peut-être ont-ils atteint les limites de ce qu'ils pouvaient dire, faire et voir. Moi, on compare souvent ces silences, hein, on s'interroge souvent sur le silence de Rimbaud, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être là, ils avaient atteint les limites de ce qui était pensable. D'où, par exemple, aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe, puisqu'il est mort en 2010, le travail d'Axelos qui consiste à vouloir penser l'impensé, en quête de l'impensé, qui est un de ses textes, par exemple. Et ben justement, excuse-moi de te couper, justement, ma conclusion, je voulais que tu la fasses sur Kostas Axelos, parce que tu le cites abondamment dans le livre. Tu dis depuis le début de l'interview qu'il y a des analogies, il y a des... Il se réfère à Rimbaud et à Nietzsche régulièrement. Régulièrement. À Pascal aussi, mais pas au Pascal qui valorise la croyance en Dieu, mais au Pascal qui pense la condition humaine. Et la contradiction aussi, c'est vrai que... Et moi, je l'avais découvert par Edgar Morin, en fait, parce je crois qu'il avait collaboré avec lui à la revue Argument. Et... mais tu le cites abondamment, donc qu'est-ce que tu peux dire sur Kostas Axelos? Je sais que tu t'es correspondu avec lui, pour moi, c'est un peu mon maître. Je peux entrer dans l'anecdote de la vie quotidienne. Vas-y. D'abord, je l'ai rencontré à la fac. Oui. Je l'ai rencontré à la fac et il était mon prof à la fac et on a sympathisé.
Il avait à l'époque 45 ans, pas plus, je pense, 45-50, oui. Et on a sympathisé à tel point qu'il était, on se rencontrait souvent, et qu'il a été le témoin de mon premier mariage. Donc voilà, pour l'anecdote de ma propre biographie. Et on a eu une période où on s'est un peu perdu de vue. Ouais. Et puis on s'est retrouvés au début des années 90. Et depuis le début des années 90, moi j'ai repris des études de philo, que j'avais un peu laissé tomber, pour des études de lettres, et on a correspondu. Alors Kostas Axelos, sa particularité, son originalité, c'est d'abord d'être un penseur qui se revendique comme solitaire, comme solitaire presque marginal. On ne l'a jamais vu intervenir dans les médias, par exemple. Absolument jamais, sauf une fois, à la mort de son ami Claude Simon, le romancier, c'est tout. Là, c'est la seule fois où je l'ai vu. Par contre, il est intervenu dans les médias en Grèce. Ouais. Alors, il est à la limite plus célèbre en Grèce qu'il ne l'est en France, hein, puisqu'il a été fait docteur honoris causa de l'université de Thessalonique, et ses œuvres ont toutes été traduites en grec. Son concept central, c'est le concept de jeu, c'est l'idée qu'il y a du jeu, comme il y a du jeu dans deux plaques qu'on met l'un contre l'autre, comme il y a du jeu dans une porte. On peut le prendre à ce sens-là, c'est-à-dire que rien ne coïncide jamais avec rien, et que ça joue. Ça joue, alors il y a les jeux amoureux, dans son texte qui s'intitule L'errance érotique, par exemple. Il y a le jeu du monde qui enveloppe tous les autres jeux. Il y a les jeux sociaux, etc. Donc le concept central, c'est celui-là. Et c'est sa volonté, évidemment, de penser l'impensé. C'est la volonté de penser l'impensé, c'est-à-dire de poursuivre le chemin où les horribles travailleurs dont parle Rimbaud se sont arrêtés. Poursuivre le chemin où éventuellement Nietzsche s'est arrêté aussi. C'est d'essayer de penser au-delà. Et en cela, il se distingue de Heidegger, qui a beaucoup écrit sur Nietzsche, mais dans ce sens où Heidegger voulait, lui, apparaître comme le dernier penseur de la métaphysique occidentale, le nouveau penseur, plutôt que le dernier penseur de la métaphysique occidentale, Heidegger voulait être le nouveau penseur d'une nouvelle pensée, on va dire, et il cantonnait Nietzsche il faisait de la pensée de Nietzsche la fin de la pensée métaphysique occidentale, par des tours de passe-passe sémantiques et interprétatifs et herméneutiques assez nombreux. Et donc, Kostas Axelos, qui a été le secrétaire d'Heidegger d'ailleurs, quand Heidegger est venu en France à Royaumont, au colloque de Cerisy-Lassalle plutôt, c'était Kostas Axelos, son secrétaire et traducteur. Et lui, Kostas Axelos, donc, se distingue de Heidegger, justement, en ce sens qu'il ouvre vraiment une pensée qui est nouvelle, qui est la pensée du jeu du monde. D'accord. Et il s'exprime aussi par aphorisme, mais pas de façon spéculative. On a une succession de mains dédiées. Un deuxième. Je suis un peu cabotin quand même aussi, quelque part. Mais enfin, avoir la dédicace de Kostas Axelos, c'est pas. Oui, il s'exprime par aphorisme. D'accord. Surtout. Je vais me procurer ce livre. Voilà ce que je voulais dire. Oh, il y a un ouvrage que. Enfin, les derniers ouvrages, peut-être, font rétrospective. Celui-là, il faut plonger. Hein. Mais les derniers ouvrages de Kostas Axelos sont peut-être plus propédeutiques, j'allais dire, plus préparatoires à une lecture
du jeu du monde, comme l'exil et la patrie de la pensée, Ouais. enquête de l'impensé, ce qui advient. Ça, c'est les derniers textes qui sont sortis. La pensée planétaire. La pensée planétaire, c'est très ancien. En fait. C'est ancien. Ouais. C'est très ancien, mais c'est très avant-gardiste et c'est très visionnaire comme texte Ouais. aussi, hein, la pensée planétaire. Voilà ce que je pouvais dire sur Costa C'est une Saxonos. très belle présentation. Bah, écoutez, je ne sais pas si on s'arrête maintenant. Non, j'avais une dernière question. Une dernière question. Bah, Ouais. Ose penser. C'est une citation de Kant. Tu l'as sur ton t-shirt. oui, oui, oui. Alors que tu as détruit Kant là-dedans. Mais oui, parce que lorsque Kant prononce cette phrase, il la prononce pour qu'on soit amené à penser comme lui. Ouais, ouais. Mais moi, je l'ai pris dans le sens plus large et post-kantien. Il y a un côté Bah, ironique Kant, alors. oui, il y a un côté ironique par rapport au texte que j'ai Bien écrit. sûr. Maintenant, si tous les gens que je rencontre osaient penser, vraiment penser, et même essayer de penser d'une pensée pensante, essayer de penser l'impensé, ça serait très bien. Voilà ce que je peux dire. Eh ben, merci beaucoup, Daniel. Je t'en C'était un prie. grand plaisir. C'est un peu pour moi aussi. Ouais. Tu ne pas, ça me fait plaisir aussi. Ouais.